Salut à toutes, salut à tous, vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 17 octobre 2023 et c'est l'épisode 338. Dans cet épisode, on va en prendre plein les mirettes grâce à la dernière conférence d'Adobe. Ils ont présenté des trucs assez incroyables avec beaucoup d'intelligence artificielle. Tiens, quelle surprise! Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est des rendus par intelligence artificielle qui sont, moi c'est un peu mon enseignement, qui sont rendus plus concrets et probablement plus accessibles que jamais. On en parlera ensemble. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui qui a tout suivi de cette conférence, et pas que, qui a plein de choses à nous partager sur l'actualité tech et l'actualité de l'intelligence artificielle. Responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Podjaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais ça va très bien. C'était incroyable ce qu'ils ont présenté Adobe. Je pense qu'on a franchi un pas, comme je le disais, peut-être pas, graphiquement, c'est évidemment très impressionnant, toutes les prouesses qui sont démontrées, qui sont présentées et qui sont accessibles, mais vraiment le fait que ce soit de plus en plus accessible au grand public, moi c'est vraiment une claque. Écoute, on va en parler ensemble, mais avant, on a des incontournables des débuts de Tech Café à faire. Alors d'abord, le traditionnel tapis rouge qu'on lave à chaque fois, hein. On aspire et on déroule comme s'il était neuf au premier jour pour chaque épisode, et cette fois-ci, il est destiné à plein de monde, à Nicolas R, à Jolan, Alexis, Mixé, Vivien Battesti, Sirdec, Miguel Casado, Poto, Antoine, Nono et Samuel Mandono. Alors je sais, ceux qui écoutent Tech Café semaine après semaine doivent se dire « Oh là, mais t'as vu tout ce qu'ils citent chaque semaine là sur Patreon, il y a plein de nouvelles personnes qui viennent financer Tech Café avec la plateforme de financement participatif donc Patreon. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il y a ? Ils sont sur un trésor de guerre là, ils sont milliardaires les deux Guillaume. Alors vraiment, je voulais vous rassurer sur cet aspect-là. Donc non, ou alors on vous le cache très bien, mais sachez quand même que à chaque fois, pour autant de noms qu'on cite, peu ou prou, il y a aussi beaucoup de personnes qui choisissent de se désinscrire parce que c'est toute la vertu de cette plateforme qui est sans engagement. Donc si jamais vous venez nous soutenir pour quelques mois, vous pourrez suspendre votre abonnement. Et puis on m'a envoyé aussi un petit message pour me dire attention, je me suis rendu compte que ma participation n'était plus comptabilisée par Patreon parce que j'ai changé de carte bancaire, elle est arrivée à expiration et Patreon m'a pas prévenu et ça a créé des problèmes. En gros, ça n'apparaît pas forcément de manière très évidente, mais la participation ne se fait plus. Donc si vous soutenez Tech Café sur Patreon, allez jeter un petit coup d'œil quand même pour vérifier que les échéances de votre carte bancaire ne sont pas atteintes. Et puis globalement, pour celles et ceux qui connaîtraient pas, je vous rappelle que donc c'est une page de financement participatif et que si jamais vous trouvez que Tech Café, qui est dispo gratuitement pour tous, vous informe et vous divertit avec un format que vous ne retrouvez pas ailleurs, qui permet de coller à vos impératifs du quotidien comme le sport, le ménage, les déplacements, vous pouvez aller jeter un coup d'œil et puis contribuer à la hauteur de ce que vous souhaitez et de ce que vous pouvez. Et en contrepartie, vous profitez alors principalement, tu vas voir, je vais actualiser un petit peu les choses Guillaume, du podcast sans la pub. Alors pourquoi je ne vais pas mettre en avant le chapitrage? Figure-toi que sur Instagram, j'ai eu un message, c'est Sébastien Midon qui m'a contacté, et alors c'était vraiment adorable et trop gentil la façon dont il m'a contacté. Il a dit excuse-moi, je voudrais pas le crier sur les toits, mais tu présentes le chapitrage comme étant un avantage Patreon, mais bon, moi je le vois bien le chapitrage et pourtant je vous soutiens pas sur Patreon. Alors je lui ai demandé un petit peu, et en fait effectivement en creusant, effectivement sur Podcast Addict, vous avez la possibilité d'accéder au chapitrage même si vous ne soutenez pas Tech Café. Alors je pensais que le chapitrage n'était pas reconnu par Podcast Addict. Écoutez, bonne nouvelle, le petit bouton tout en bas vous permet de passer d'une rubrique à une autre, et bonne nouvelle quelque part pour tout le monde puisque vous n'avez pas besoin de nous soutenir pour profiter du chapitrage qui vous permet de retrouver un passage en particulier dans un épisode de Tech Café ou sauter des parties qui vous intéresseraient un petit peu moins. Je me dois aussi de relayer les avis sur Apple Podcast qui permettent de valoriser la qualité de Tech Café parmi tous les autres podcasts tech. Et là, c'est Marin d'eau de mer, qui a déposé un avis et qui dit « Cela fait 2 jours que j'ai découvert votre podcast et j'en suis fan. » Donc, a priori, on peut parler de coup de foudre. Hein. Vous expliquez les nouveautés de la tech avec une simplicité déconcertante. Là, je pense qu'il s'adresse spécifiquement à toi, Guillaume. N'étant pas de ce monde-là, j'arrive à comprendre. Très bonne vulgarisation de votre part. Continuez comme ça. Et évidemment, commentez vous aussi sur techcafé.fr. Vous pouvez déposer un commentaire qui accompagne la parution des épisodes. Et d'ailleurs, ces commentaires se retrouvent
trouve publié dans le serveur Discord de Tech Café, qui est lui accessible sur techcafé.fr/Discord, ce qui me permet, avec une transition très bien trouvée, de relayer quelques commentaires et réactions qu'on a eues. Alors on va commencer par Amaury69, qui a déposé un commentaire sur techcafé.fr, je le lis rapidement. Une fois de plus, j'ai adoré le talent avec lequel les Guillaume diffusent leur veille technologique avec l'œil critique du connaisseur et une bonne dose d'humour. Aujourd'hui, j'adhère particulièrement à leur critique concernant l'altération des souvenirs en altérant les photos que l'on prend. Si le sujet vous questionne, je vous encourage à lire Les Falsificateurs d'Antoine Bello, qui compte l'histoire d'un monde pré-intelligence artificielle où l'on manipulait déjà l'histoire. Passionnant avant même l'apparition du Magic Eraser. Est-ce que tu connais, toi, ce livre, Guillaume ? Alors, justement, j'ai regardé un petit peu parce que non, je l'ai pas lu perso. Ouais. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, Les Falsificateurs, c'est le premier épisode d'une trilogie. Donc, il est sorti en 2007 et après, il y a eu donc 2 autres bouquins. Il y a eu Les Éclaireurs en 2009 et Les Prospecteurs en 2015. Et donc, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle le Sleeve Dartunguver, bon, c'est un Islandais, qui intègre le très secret consortium de falsification du réel qui a pour but de réécrire l'histoire en falsifiant les sources. Alors, pour quel objectif final? Un mystère. En tout cas, c'est un roman sur la désinformation avant l'IA, avant les fake news et en pratique même avant les réseaux sociaux, parce que le livre est paru en 2007, donc il a été écrit en 2005-2006, alors que Twitter n'existait pas, il faut quand même se souvenir. Donc voilà, les suites par contre sont sorties en 2009-2015, donc du coup Internet devient apparemment le cœur du dernier livre. Voilà, donc tout a été bien reçu à leur sortie, ça a l'air d'être une bonne reco, donc encore des trucs à lire, mon Dieu, c'est comment je vais faire. La pile de livres, séries, films, jeux vidéo s'allonge inexorablement, et puis ça vous donnera peut-être des idées de cadeaux de Noël à faire. Pensez-y un peu à l'avance pour y gagner du temps en fait pour les fêtes de fin d'année. J'en profite aussi pour relayer un message de Plaine Shop. J'imagine que c'est quelqu'un qui aime beaucoup boire de la bière d'ailleurs. Salut, dans le dernier épisode, tu te demandes comment les Chinois vivent les restrictions de durée de jeux vidéo. C'est vrai que je mentionnais ce sujet. Donc je voulais juste remonter que ma belle famille n'a jamais entendu parler de ça. Ah, j'étais vraiment sur le cul. Au niveau des habitudes, mon beau-frère joue beaucoup à ce que je crois être Freestyle 2 Street Basketball en ligne avec ses amis sur son ordi et en discutant sur WeChat sur son téléphone. Dehors, beaucoup de gens jouent sur leur téléphone, effectivement, mais j'ai pas reconnu les jeux et pas osé demander. Sinon, les consoles mises à disposition dans les malls, alors je sais pas si sont très utilisées malgré le prix, 4 ou 5 euros la demi-heure. On y voit beaucoup d'adolescents. C'est intéressant d'avoir ce retour parce qu'on se fait une image là depuis l'Europe, depuis la France, des foyers chinois où tout serait très restreint, tu vois, pour respecter un nombre d'heures de jeux vidéo par jour. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Je veux continuer à creuser le sujet. Donc là aussi, si vous avez d'autres retours. C'est super intéressant d'avoir ce genre de truc parce que nous, effectivement, on lit les news, tu vois. C'est ça. Dans les news, on a les trucs officiels, voilà, ce que l'État a dit, machin. Mais après, en pratique, c'est vrai que ça peut être très différent et c'est très difficile pour nous de le savoir, évidemment, parce que bon, moi, je connais personne, voilà, qui soit chinois ou qui soient en contact avec des Chinois, quoi. Donc c'est très difficile à savoir. En vrai, c'est super intéressant d'avoir ce genre de retour. Alors continuez à nous faire ces retours-là, c'est important pour nous. Et puis Onustus aussi, hello les Guillaume, merci pour ce numéro Made by Google 23. Donc c'est l'épisode dernier. L'épisode hebdomadaire dernier. Juste une petite remarque sur le sujet de la respiration abordé vers 21 minutes au détour des commentaires sur les montres connectées. On était quelque part un peu sarcastique. Je ne sais pas si vous savez, mais pour aider dans la résolution d'un problème de santé mentale du genre anxiété, un médecin psychiatre peut, par exemple, très bien prescrire des exercices de respiration en complément d'autres techniques, et ça marche vraiment. Alors, je me méfie toujours du ça marche en médecine, mais bon, en tout cas, là, ça marche vraiment. Même si c'est l'environnement qui est stressant, tout le monde n'en développe pas pour autant une anxiété pathologique. La prise en charge par un spécialiste en cas de troubles anxieux est vraiment à conseiller, en commençant par son généraliste. Si un soignant décide de conseiller des exercices de respiration, la montre est inutile car on détermine soi-même le tempo de l'exercice en comptant des temps. Les gadgets, c'est bien, mais si on pense avoir un problème de santé mentale ou autre, et je pense qu'il a raison de le souligner, c'est un docteur qu'il faut voir, et je pense que là aussi c'est le cœur du message. La montre ou le smartphone ne le feront pas à notre place, et évidemment, ça semble quelque part... En fait, je pense que quand tu critiquais, quand tu faisais preuve un petit peu de sarcasme là-dessus, tu jetais pas la pierre à Google quelque part ou aux constructeurs technologiques, c'est juste quand on regarde avec un peu de recul la société, il y a quelque chose d'assez cynique à se dire qu'on se prend plus la tête de savoir quand on doit respirer que pourquoi est-ce qu'on est stressé à la base. Oui, c'est ça. Et puis surtout, c'est vrai que ce qu'il faut bien retenir, c'est que là, on parle de gens qui utilisent des montres dans le cadre de, qui n'ont pas de problème de santé, parce que s'ils ont des problèmes de santé, effectivement, il faut aller voir des professionnels. Il faut pas juste acheter un truc Apple, Google ou quoi que ce soit, c'est sûr.
Merci beaucoup pour tous vos commentaires, ils sont hyper précieux, c'est très enrichissant. On attend que vous vous empariez de votre clavier tactile sur votre smartphone, tablette ou mécanique. Et en attendant, sans autre forme de procès, on va vous parler des news de la semaine. Et évidemment, on ne pouvait pas passer à côté des présentations annuelles de l'associé Adobe, qui est emblématique de par la mise à disposition de Photoshop. Doit-on rappeler qu'à une époque, Photoshop a été l'emblème de la manipulation de l'image, hein. On a eu d'ailleurs quelque part les travers de société en utilisant même le verbe de photoshopper des images de mannequins pour les faire correspondre plus dans les codes de la beauté consensuelle parfois. Et donc Adobe, qui propose ces outils de manipulation de l'image, ils ont sauté à pieds joints dans le monde de l'intelligence artificielle, Guillaume, et ça transpire de partout. Oui, les semaines passent et se ressemblent pas mal en ce moment, hein. On a droit à une grosse conférence, une grosse boîte tech. Et puis ils annoncent plein de trucs, donc principalement plein de fonctions avec de l'IA dedans, donc après Google, Microsoft et Meta, hein. Voilà Adobe qui tenait sa conférence, donc Adobe Max, et bien sûr, il continue sur sa lancée d'intégrer toujours plus de deep learning, hein. Il faut dire que sur la génération d'images, il y a quand même une grosse concurrence, très rude, avec des modèles qui sont toujours plus puissants, qui avancent très vite un petit peu partout. Et donc il y avait la conférence principale, la keynote, qui a duré 2 heures, qui a servi à annoncer des nouvelles fonctions qui sont donc très prochainement disponibles dans la suite d'outils, Adobe classique, quoi, hein. Et puis il y avait aussi, dans une certaine mesure, dans une autre présentation, on a eu droit aux prototypes aussi, aux fonctions les plus dingues, dont on fera une revue détail plus tard, c'est donc la petite sélection Adobe Sneaks. Donc on va commencer par les principales annonces de la keynote, je pense, hein, et par une des plus simples, finalement, c'est puisqu'il y a eu l'annonce de Firefly 2, donc la nouvelle version de l'algo de génération d'images d'Adobe, qui était nécessaire, hein, parce que disons que Firefly, premier du nom, n'était pas du tout, il n'était pas vraiment au top niveau, on va dire. On regarde ce qu'on propose désormais Midjourney, DALL-E 3 ou même SDXL, on peut dire qu'il était quand même un petit peu en retrait. Donc Firefly 2 améliore nettement la qualité des rendus. Et évidemment, ça sera aussi utile pour tout ce qui vient avec, parce que Firefly, en fait, est utilisé aussi pour le Generative Fill, c'est-à-dire ce qui permet de compléter les parties d'image qui n'existent pas, tu sais, quand on vire un élément ou qu'on déplace comme ça un élément. Ces trucs un petit peu magiques, ça se base aussi sur Firefly, on peut désormais le paramétrer facilement. D'ailleurs, Firefly, un petit peu comme un appareil photo, en spécifiant une profondeur de champ, une ouverture, un niveau de flou. Puis il y a une fonction aussi de Generative Match qui permet de rajouter au prompt une image de référence pour contrôler un petit peu plus la génération. Par exemple, si vous demandez un hamster, vous voulez un hamster, et puis si vous mettez une boule de métal comme image de référence, vous n'aurez pas un hamster, vous aurez une statue de hamster en ferraille par exemple, de la même texture que la boule. Alors les habitués sont pas trop impressionnés, puisque ce genre de choses est aussi possible avec les bons contrôle net sur SDXL, hein. Donc c'est pas une surprise de retrouver au moins ce genre de fonction sur un outil professionnel désormais. Alors plus original et plus impressionnant peut-être, c'est la génération d'images vectorielles. Donc Adobe assure que Firefly est le premier à le proposer, c'est pas vrai, et c'est une idée qui date de 2020, et il y a un site comme Vector.ai qui semble déjà le proposer, donc ça a l'air pas vrai. Néanmoins, ça n'en est pas moins impressionnant quand même, hein, en soi, comme fonction, hein. Ça marche exactement pareil, donc on demande avec un prompt ce qu'on veut, et puis on obtient, mais sous Illustrator, cette fois, une image vectorielle entièrement éditable, avec tous les points de contrôle qu'on pourrait attendre. Précise, je pense, parce que tout le monde peut être technophile, pas forcément savoir, mais juste pour que vous ayez en tête la différence entre une image de type bitmap et vecteur. Bitmap, c'est juste une carte de points, donc en gros, imaginez-vous un quadrillage de votre image plus ou moins dense, et à chaque fois, les petits pixels correspondent à des couleurs et de la transparence. Une image vectorielle ne prend pas en compte la résolution en pixels, mais prend en compte toute une série de schémas mathématiques, des vecteurs, hein, des tracés. Et évidemment, un des intérêts que ça peut avoir, c'est que si jamais vous zoomez quelque part à l'infini, vous ne verrez jamais les pixels puisque l'image est recalculée en permanence selon ses coordonnées mathématiques. Et évidemment, ça permet de manipuler les objets les uns avec les autres avec beaucoup plus de souplesse. Ça, c'est juste pour rappeler au moins créatifs d'entre nous la différence entre vectoriel et bitmap. L'image qu'on appelle vectorielle, en fait, elle est constituée effectivement de formes qui sont des formes mathématiques, comme tu dis, hein. Donc ça peut être des ronds, des rectangles, mais plus souvent c'est des assemblages de courbes comme ça qui peuvent délimiter donc ce que vous voulez, hein. Ça permet effectivement non seulement, comme tu dis, de zoomer, parce qu'en fait il n'y a pas de résolution, hein, puisque les images sont rendues à la résolution qu'on veut, puisque la courbe en fait elle est recalculée comme tu dis, mais ça permet aussi d'éditer en permanence, de pouvoir éditer en permanence tous les éléments, parce que si tu as par exemple des montagnes en fond et que ces montagnes elles sont faites avec des courbes ou avec des lignes, tu as aussi des points de contrôle
control qui sont, alors pour les lignes, évidemment, les extrémités de ces lignes que tu peux déplacer en permanence. Donc tu peux modifier tes montagnes à n'importe quel moment si tu veux. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est très très pratique parce qu'en fait, une image devient décrite par un ensemble d'objets et pas par un ensemble de points. Et ces ensembles d'objets, ils sont totalement dynamiques, quoi. Hein. Donc ça veut dire que quand tu fais une génération d'image comme ça, tu génères pas un ensemble de pixels, effectivement, mais tu génères un ensemble d'objets, et ces objets sont toujours dynamiques. Donc ça veut dire que quand tu génères, par exemple, une image de loup, par exemple, je sais pas, un dessin de loup, ce dessin de loup, tu peux effectivement l'éditer, tu peux déplacer les yeux, tu peux effectivement l'éditer comme tu le ferais si tu avais dessiné le loup en truc. Alors tu peux donc demander la génération de trucs très simples comme des clip art, quoi, des petits icônes, mais aussi des scènes entières beaucoup plus complexes. Donc il y a vraiment de quoi révolutionner encore un petit peu plus le boulot d'illustrateur, j'ai l'impression. Et donc pour conclure sur un résumé de la keynote, de la keynote principale, Firefly se dote aussi d'un troisième module qui est le générateur de modèles. Donc il fait donc aussi ce qu'ils appellent être du text to template. Donc le générateur de modèles. Donc c'est destiné à Adobe Express. Si par exemple tu peux demander un flyer pour l'inauguration d'une agence immobilière, voilà, j'ai toujours rêvé de faire une agence immobilière, effectivement, donc depuis tout petit. Et donc Firefly va me générer tout seul des propositions de flyers avec des images de fond, le titre, les icônes, les dessins, des petits trucs illustratifs comme une espèce de marteau, et tout ça d'ailleurs en vectoriel, hein, souvent, des cadres ou des fonds géométriques, et puis moi je pourrais modifier, je choisis celle que je veux, puis ensuite je peux la modifier, la personnaliser. Donc on a eu aussi d'autres trucs qui sont pas forcément non plus toujours liés à l'IA, comme l'annonce de fonctions pour Lightroom aussi, le lens blur par exemple, qui permet de rajouter des effets d'optique, donc de lens blur, de flou en post-production, le Photoshop qui arrive d'ailleurs aussi sur Chromebook+. On a vu des fonctions d'édition de vidéo aussi qui étaient vraiment impressionnantes, basées sur les transcriptions de texte. Donc par exemple, je sais pas, tu filmes une interview, la vidéo est retranscrite en texte, donc tu as tout le texte à côté, tout le script, et puis si tu édites le texte, la vidéo s'édite toute seule pour correspondre au nouveau script. Donc si tu enlèves une phrase, cette phase sera coupée aussi dans la vidéo. Donc il y a eu encore plein de petites choses, mais bon, finalement... C'est pas cuté en plus, hein. Enfin, c'est plus subtil que ça. C'est pas juste on coupe le passage comme le ferait quelqu'un en montage. Voilà. C'est plus Ce qu'ils ont montré, c'était effectivement assez fluide. Bon, après on verra, je sais pas. Donc il y a eu plein de petites choses. Finalement, si on voulait encore avoir droit à des algos impressionnants, voilà, comme ça, l'effet waouh, c'était plutôt vers Adobe Sneaks qu'il fallait se tourner, je pense. Eh ben, on va les détailler justement. Juste un petit mot, hein, parce que au-delà de tout ça, il y a Adobe qui a, moi c'est mes clés de lecture évidemment, elles sont forcément influencées, mais un concurrent de poids qui se répand partout. Je pense que vous êtes nombreuses et nombreux à l'utiliser, c'est Canva, qui permet de générer un peu tout et n'importe quoi. Hein. Avec Canva, maintenant, tu peux faire des présentations, tu peux faire des infographies, tu peux faire évidemment des images pour les réseaux sociaux, et ça se sent que Canva récupère pas mal de part de marché, en tout cas de volume d'usage, notamment dans le monde des réseaux sociaux, des social media managers, des webmasters, etc. et même des petits communicants. Et je pense qu'Adobe, ou Adobe, pardon, pour bien le prononcer à l'américaine, ils ont bien en ligne de mire ce concurrent et ils savent qu'il doit répondre. Et je trouve que ça transpire vraiment dans toute cette présentation. C'est comment est-ce qu'ils vont faire aussi bien que Canva, voire mieux. Alors Canva qui se met aussi en intelligence artificielle aussi, hein, mais quand tu décris le fait que pour ton agence immobilière, tu veux créer un flyer de rien, quelque part, à base d'un prompt, c'est vraiment, je pense, extrêmement puissant, et on peut imaginer qu'ils vont vite rattraper leur retard parce qu'ils en ont besoin. Mais ça, c'est un peu ma clé de lecture globale. Mais allons effectivement sur Adobe Sneaks, Guillaume. Oui, Adobe ou Adobe, effectivement. Ouais, je me fais avoir à chaque fois. Pas mal Adobe parce que... Ne nous en voulez pas si je dis Adobe. Non, mais bon, c'est vrai que quand t'écoutes la keynote, effectivement, en anglais, ils disent comme ça, donc c'est vrai que tu t'imprègnes. Ouais. Mais donc, Adobe Sneaks, c'est presque 1 heure, enfin 1 heure et quart même, sur des projets d'Adobe, donc des fonctions en alpha, voire des protos, hein, qui préfigurent les futurs outils donc de la marque. Hein. Même si tout ce qu'on a vu à la conférence n'intégrera pas les produits de la marque, certains seront probablement abandonnés, mais il y en a clairement, c'est pour l'an prochain, quoi. Tu sens qu'ils sont à peu près prêts. Alors, il y a pas moins de 11 projets quand même qui ont été présentés sur scène. On va les évoquer par bloc, enfin, en tout cas par domaine d'application. On va commencer par la vidéo avec le projet FastFill. Alors, FastFill, c'est assez simple à résumer parce que c'est la gomme magique, c'est le Magic Eraser de Google, mais pour la vidéo. Donc, comme on l'a évoqué pour les Google Pixel avec cette espèce ou pour le Generative Fill de Photoshop, hein, c'est tout simple. Hein, vous prenez c'est tout simple à décrire. C'est-à-dire, vous prenez un élément que vous voulez pas dans une vidéo, donc par exemple des gens en arrière-plan,
qui parasitent un petit peu votre vidéo, vous les entourez, et hop, ils disparaissent. Et le fond est recréé par Firefly, de manière générative. C'est une fonction qui est devenue presque classique, on va dire, désormais en photo. Elle passe en vidéo avec le projet FastFill. Alors évidemment, c'est appliqué sur chaque image, bien sûr, mais c'est pas si simple, parce qu'en fait, il suffit pas juste de demander une sorte de generative fill sur chaque image. Il faut encore que la reconstruction derrière soit stable d'une image sur l'autre. Donc il y a un autre exemple vraiment impressionnant, c'est celui d'un gars en chemise, auquel on veut rajouter une cravate. Donc on détourne la zone qu'on veut sur son torse, et on écrit cravate dans le prompt tout simplement, et puis hop, il a une cravate. Alors jusque-là, c'est vrai que ça n'a rien de foufou, parce qu'on est en 2023 après tout, donc tu vois, ça impressionne plus en 2023, sauf qu'avec FastFill, le gars bouge dans une vidéo et la cravate suit, et ça, c'est déjà quand même beaucoup plus fort. Elle bouge avec l'ensemble, elle respecte même l'éclairage, et il y a un dernier exemple qui est, par exemple, c'est un motif de mousse à la surface d'un café, donc par exemple, je sais pas, vous allez dans un Starbucks, sur votre super café latte, là, vous avez une espèce de motif, donc là, on détourne le motif, on le vire, on met un motif de feuille, donc on fait une espèce de feuille en mousse comme ça, donc c'est très joli. Et cette nouvelle mousse, dans la vidéo, elle bouge de manière réaliste. Donc le liquide bouge, le motif suit et tout. Voilà, à chaque pas, on a cette oscillation qui est parfaitement retranscrite. Donc on entrevoit clairement un futur proche où la manipulation de la vidéo sera aussi simple que celle de la photo, tout simplement. Donc deuxième projet impressionnant en vidéo, c'est le Raise Up. Donc pour Resolution Up, c'est là encore le principe, c'est simple, c'est de la super résolution, de l'upsampling, IA, mais en vidéo. Donc les algorithmes génératifs peuvent augmenter la résolution d'une image d'une manière qui est incroyablement plus convaincante que les anciens algos, tout simplement parce que ils peuvent reconstruire des détails qui sont pas là, techniquement, qui sont plus là. Mais ils reconstruisent des détails, donc ils hallucinent, mais qui sont très crédibles. Donc l'information, elle est perdue, parce que votre image est de mauvaise qualité, il n'y a pas l'information, mais elle est reconstruite de manière réaliste, et donc on peut passer des vieilles photos en 4K, assez simplement, si j'ose dire, avec les algos modernes, mais le problème est toujours le même. C'est que comme les détails sont reconstruits, si on veut passer à la vidéo, il faut s'assurer que la reconstruction soit stable temporellement parlant, parce que sinon ça scintille, ça clignote, ça fait des trucs très bizarres. Mais Adobe a une solution qui marche apparemment très bien, et Raise Up est capable de passer, par exemple, une vidéo en 320 par 200 en 1200 par 800, sans que le résultat soit choquant, absolument pas, Vraiment, il y a 15 fois plus de pixels, quand même dans la vidéo reconstruite. Donc c'est littéralement une vidéo qui est générative à 94%, et ça se voit pas. Donc c'est quand même très fort. Et pour conclure sur la vidéo, il y a encore un autre projet qui s'appelle Scene Change, qui paraît un petit peu moins mûr, un petit peu plus proto, qui permet de faire du compositing vidéo basé sur des nuages de points en 3D. Donc, par exemple, si tu veux t'insérer en train de marcher dans une jungle à Bali, de manière simple et rapide, tu as un nuage de points, si tu as un nuage de points 3D de la zone, en fait, il fait que le compositing se fait automatiquement, la vidéo se défile à la vitesse à laquelle tu marches, tout est ajusté, etc. Donc c'était impressionnant, mais bon, probablement pas forcément aussi proche de la commercialisation que le projet FastFill, qui a l'air assez mature quand même. Ouais, effectivement, FastFill, c'est vraiment l'image de ce qu'on a aujourd'hui sur les pixels et l'édition des images, mais pour la vidéo. Donc ça claque. Pour Raise Up, j'imagine très très bien que demain on va avoir des plateformes genre Disney Plus et autres Netflix qui vont récupérer des contenus probablement un peu anciens et les remasteriser grâce à des trucs comme ça. Il y a de quoi gagner du temps. Je fais une petite parenthèse pour dire que j'ai revu des épisodes d'X-Files sur Disney Plus, Guillaume, à l'occasion de l'anniversaire de la série, une sélection du top 10. Et il y a plein d'épisodes qui ont été remasterisés. Enfin, d'ailleurs, les épisodes ont été remasterisés. Ils sont beaucoup plus regardables sur un grand écran. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que d'ailleurs, t'as des scènes, les personnes qui s'occupaient de la manière dont ça a été remasterisé ont dû se dire non, cette scène balèque, je la ferai pas, parce que vraiment, tu vois que souvent c'est des décors, soit les ciels ou des forêts, et là, tu vois qu'ils ont pas cherché à l'améliorer. Mais par contre, t'as plein d'autres scènes qui sont améliorées. Et alors, avec des algos de ce type, j'imagine, tu les mets à la moulinette, tu laisses les ordinateurs tourner, et puis tu vérifies et t'exportes, quoi. Formidable. On continue avec les sneaks, Guillaume. Oui, on passe à l'audio avec projet Dub, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Bon, on est toujours un petit peu en vidéo, même si c'est surtout de l'audio qu'on parle, parce que là, c'est encore facile à résumer, c'est du doublage automatique. Donc le doublage automatique, c'est quand même une fonction qui paraît inévitable. Spotify commence à expérimenter avec ça sur les podcasts. YouTube est juste derrière, donc il n'y a aucune surprise sur le fait qu'Adobe va proposer la même chose sur ses outils. Donc on donne un fichier audio ou vidéo, de soit en podcast par exemple, et le logiciel renvoie la version en italien, en japonais, en russe, doublée en conservant ta voix, le timbre de ta voix et les intonations. D'ailleurs, il y a même dans la conférence, il y avait un exemple vraiment impressionnant avec une scène d'un vieux film en noir et blanc qui était en anglais,
où les acteurs étaient vraiment très expressifs. Je veux dire qu'il y avait beaucoup d'expressivité puisqu'ils étaient en train de se disputer, tu vois. Donc le ton monte, il y a beaucoup d'intonation, beaucoup d'émotions, et ils l'ont passé en espagnol et tout était conservé. C'était, vraiment, on aurait dit que ça avait été doublé par des acteurs, quoi. C'est extrêmement impressionnant. Donc, c'est à la fois génial et terrifiant pour les acteurs de doublage, qui risquent de pratiquement disparaître. On les restaure toujours les dessins animés, mais pour les langues étrangères, ça paraît très mal barré, quoi. Et même nous, on pourra en bénéficier un jour, d'ailleurs, parce que nous, de toute façon, vous inquiétez pas, on n'a pas les moyens de payer des traducteurs et des acteurs pour passer les podcasts en espagnol, en italien, quoi que ce soit. Donc, pour nous, ça serait super, et en fait, ça nuirait à personne. Pour Netflix, ça serait super aussi. Enfin, instantanément, très rapidement, quoi. C'est aussi oui, voilà, ça se fait, le traitement, voilà, je sais pas, peut-être en temps réel, peut-être, je sais pas. En tout cas, pour Netflix, ça serait super aussi, mais pour le coup, là, ça serait plus de profession de danger, quoi. Ouais. Effectivement, ça peut menacer très directement des professions, ça, on est bien d'accord. Et ce qui est très impressionnant, c'est les intonations, parce que selon la langue, les intonations sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire que si tu retranscris très exactement... D'ailleurs, c'est plus une question, d'ailleurs, Guillaume, qu'une observation. Les intonations dans certaines langues sont pas les mêmes. Tu vois, tu vas pas mettre les accents, les manières d'insister sur les mêmes parties de ta phrase en fonction de la langue. Et je sais pas s'il prend en compte uniquement les intonations de la voix de la langue de départ et il les applique bêtement, un peu comme un Google Trad un peu bébête à la nouvelle langue, ou si il adapte les intonations au fonctionnement de la nouvelle langue. Ça, c'est pas évident. Il est obligé parce que déjà les accents toniques effectivement sont importants dans les langues, même les langues européennes, et puis ils sont surtout, les tons sont complètement vitaux si tu veux faire du chinois. Donc ça marcherait juste pas en chinois en fait, tout simplement. Ouais, effectivement. Donc si ça marche en chinois, si ça a la prétention de faire du chinois, ou d'autres langues qui utilisent les tons, c'est complètement obligé qu'ils soient beaucoup plus subtils que ça, quoi. On passe à Glyph Ease. Oui, c'est un truc que j'ai bien aimé, même si ça paraît assez simple, Project Glyph Ease. L'idée, c'est simple, c'est vous lui montrer une police de caractère que vous aimez bien, et il imagine le reste, et puis tu peux écrire ensuite facilement avec. De la police peut être vraiment hyper stylisé, c'est un truc pour une boulangerie, ce serait des lettres en mie de pain, il va conserver le style, et si tu lui montres, si tu montres 3 lettres avec un petit grignotis, là, une lettre un petit peu grignotée, il va générer toutes les lettres un petit peu grignotées, mais qui seront toujours lisibles. Il est aussi possible d'ailleurs de dessiner au feutre sur un carnet un modèle avec quelques lettres, avec les designs que tu veux, et en quelques secondes, t'as la police complète disponible sur ta machine. Donc voilà, en gros, c'est Firefly, mais pour les polices de caractère. Et là encore, que de temps gagné, quoi, parce que ça doit prendre toute sa vie, quoi, d'écrire des lettres une par une comme ça pour faire des polices de caractère. Là, apparemment, 2-3 exemples et ça roule. Ouais, et puis hyper accessible, encore une fois, à terme, si jamais c'est vraiment mis à disposition. On continue en images, Guillaume. Oui, les photos aussi, bien sûr, on a été gâtés en photo. Un premier truc a été montré, encore une fois, pas très impressionnant, parce que, surtout, disons, si vous êtes habitué à Stable Diffusion, ça ressemble, en ControlNet, ça ressemble à Scribble. Vous faites un dessin super moche et super simple, et lui, il analyse ça, il en fait une super illustration, et génère une super illustration. Alors, c'est vraiment violent, c'est genre, tu fais un stickman avec 4 traits, et un prompt, évidemment, puis voilà, il te pond plein de propositions de vrais beaux dessins qui correspondent. Et du coup, tu peux, un dessin hideux à la fois, créer de magnifiques illustrations en les combinant, sans avoir à dessiner mieux que ton petit cousin de 3 ans. Tu peux faire, un magnifique chat, un magnifique chien, un magnifique lion, avec des montagnes derrière, tout ça, ça marche très bien. C'est facile. Et donc, autre fonction simple, mais très pratique, vraiment très pratique, c'est Project Sifu. Alors ça, c'est pour les photographes. En fait, ça va parler à tout le monde, ça va vous parler à vous comme à moi, à tous ceux qui ont déjà pris une photo à travers une vitre, c'est-à-dire à peu près tout le monde, je pense. Et prendre les photos à travers les vitres, ça veut dire qu'il y a des reflets, ça veut dire que le sujet, il est pollué donc par les réflexions, puis que les contrastes sont pourris, les couleurs sont pourries. Et plus maintenant, parce que Project Sifu est capable, littéralement, d'enlever la vitre. Voilà, vraiment. Tu prends la photo, et par magie, parce que là c'est quasiment ça, l'algo voit ce qui est reflet, voit ce qui pollue le truc, et il te donne une photo qui est presque aussi bonne que si tu l'avais prise sans aucune vitre. C'est bluffant, vraiment, il y a pas d'autre mot. Et on va terminer sur la photo avec le projet Stardust, qui est, pour le faire vite, la version Adobe des fonctions qu'on a vu débarquer sur les Pixel 8 la semaine dernière. Donc on a du generative fill, mais qui est, comme ils disent, content aware, c'est-à-dire qui comprend le contexte, en fait, qui comprend le contenu. C'est-à-dire que l'algo sait où sont les sujets, il sait ce que sont les sujets. Donc par exemple, là l'exemple c'était la photo d'un couple dans une rue, et désormais c'est éditable de manière sémantique, c'est-à-dire que chaque membre du couple est un objet qu'on peut sélectionner. Donc on peut déplacer, agrandir chaque membre du couple, comme s'il était sur un calque, sauf que non, en fait, l'image elle est
c'est juste une image normale, mais elle est segmentée en temps réel et tout est recréé à volonté quand on déplace les éléments. Alors bien sûr, si vous voulez générer un chien et le placer dans l'image, il n'y a rien de plus simple, hein, voilà, tu peux toujours d'ailleurs changer la race plus tard, mais si le détail du sujet, même si le détail dans les sujets te convient pas tout à fait, tu peux les modifier aussi. Si tu prends la femme, tu peux prendre sa chemise, tu peux sélectionner sa chemise, tu demandes un autre motif, eh ben voilà, elle aura un polo, il n'y a pas de souci. Et donc le modèle semble maintenant avoir connaissance aussi de ce que sont les distractions dans une image. Par exemple, s'il repère des gens en arrière-plan qui sont pas au premier plan et qui sont flous un petit peu à l'arrière comme ça, finalement il les efface automatiquement parce qu'il considère que ce sont des distractions par rapport au sujet principal. Et ça peut être effacé en un clic, t'as même plus besoin de les sélectionner un par un, ce qui reste possible, hein, et même pas très difficile avec le Content Aware, mais bon. Donc globalement, c'est un modèle qui semble robuste, hein. Donc il y a un autre exemple, la présentatrice n'hésite pas à déplacer une femme qui est au premier plan. Alors c'est une photo de groupe avec, je sais pas, 3 personnes ou 4 personnes, et donc il y a une femme au premier plan, et il y a un mec au second plan. Et le mec, il est caché à peu près au quart. Ouais. Oh non, enfin je dirais à peu près le bon quart. Ouais. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle déplace la nana, qui est un peu floue d'ailleurs, qui est au premier plan, et le mec, il est reconstruit de manière tout à fait crédible. Donc il y a une quart du gars qui est reconstruit, de ce que la femme cachait, et parce que la femme, elle prend tout l'écran, quoi. Donc c'est vraiment une grande surface, et c'est sur un visage, tu vois. Le fait qu'Adobe montre sur scène la reconstruction d'une surface si grande, sur un truc aussi délicat quand même, hein, qu'un visage humain, qu'on a l'habitude de voir, qu'on analyse de manière vraiment profonde, c'est qu'ils ont vraiment confiance à leur tech quand même. Et l'image paraît être un vrai défi en plus pour ce genre d'exercice, avec les petits effets de flou qui vont bien, les textures et tout. À voir en pratique, hein, mais en tout cas dans la présentation, c'est très impressionnant, quoi. Oui, évidemment, on peut rappeler que tout ça est encore une fois une présentation dans le cadre de développement, et qu'ils peuvent très bien avoir sélectionné les images avec lesquelles ça marche particulièrement bien, mais quand même. Project Posable, alors ce qui est assez rigolo, alors peut-être que je me trompe d'ailleurs de dispositif, non c'est bien celui-ci, la finalité de la démonstration est pourrie à mes yeux et pas très très convaincante, par contre la prestation technique l'est quand même pour le moins, Guillaume. Bon, Project Posable, pour le coup, là on passe en 3D, c'est des fonctions qui sont plutôt classiques en réalité, puisque tu choisis la pose d'un personnage sur un mannequin en 3D pour l'appliquer sur une image que tu génères avec Firefly. Et donc tu peux même rajouter des objets 3D d'ailleurs pour mieux guider le schéma général de l'image finale. Et ça finalement c'est très classique, enfin ça se fait déjà sur Stable Diffusion de manière, encore une fois par des contrôles nets, donc c'est pas quelque chose qui est très impressionnant techniquement parlant parce que ça s'est déjà fait avant. Là c'est juste mieux présenté, plus joli, mais bon c'est pas incroyable. Et d'ailleurs en 3D il y a aussi Project Neo qui est assez classique, hein, c'est une sorte de modeleur 3D light qui est intégré à Illustrator et qui peut créer par exemple des illustrations en 3D isométriques avec des fonctions assez classiques, hein, des formes de base en 3D. On peut facilement créer un modèle en 3D très stylisé, mais assez cartoon finalement, tu vois, vraiment pour l'illustration, quoi. Et après tu l'exportes, le tout est très intuitif, hein. C'est très loin de la complexité d'un Blender, mais c'est aussi évidemment très ciblé sur un export vectoriel ensuite, hein. Et puis bon, c'est un petit peu tôt pour la 3D et le volume, mais la dernière présentation c'était aussi en volume quelque part, puisque c'était la présentation d'une robe. Alors ça c'est quand même assez surprenant, hein. C'est pas un truc qu'on se serait attendu à voir chez Adobe. En fait, c'est une robe très particulière parce qu'elle est active. Elle peut changer de couleur elle peut changer de motif à la demande. Alors en termes de couleur, c'est blanc ou gris métal en fait, hein. Et les motifs sont assez simples parce qu'il n'y a pas beaucoup de pixels. La robe, on peut voir la robe comme une espèce de peau de serpent. Donc ce sont des écailles qui sont autant de pixels et chaque pixel peut changer de couleur. Donc le tout peut s'animer en temps réel, hein, c'est marrant. Bon, je suis sûr que des gens très riches seraient très contents de payer très cher pour porter ce genre de truc avec des cocktails, mais bon. Perso, je trouve que ça révolutionne rien du tout, hein. Il y a un bon moment maintenant qu'on a vu des constructeurs auto présenter des concept cars avec des carrosseries qui étaient comme ça, qui permettaient de changer comme ça à la volée, hein, des carrosseries e-ink ou autres. On peut changer les motifs ou la couleur, donc voilà. Adobe a présenté sa concept dress. Enfin, honnêtement, je sais pas trop ce qu'ils vont en faire. Ouais, bon, c'était peut-être parce qu'ils avaient besoin de remplir ou qu'il y a eu un challenge interne et il fallait récompenser, je sais pas, j'en sais rien. Écoute, on y a eu droit quand même. Allez, on conclut cette rubrique. Guillaume, tu voulais nous parler de documents de recherche, c'est ça ? Alors, dans le cadre de la conférence Adobe Max, donc pareil, hein, donc Adobe a présenté sa solution. Je dis Adobe et Adobe, les deux, comme ça tout le monde. Oui, moi aussi, comme ça on sera solidaires là-dessus. Et puis c'est tout. Donc ils ont présenté leur solution quelque part au problème de la crise de confiance, hein, qui s'annonce avec la profusion d'images génératives qui s'en vient là. Hein. Et ça, c'est ce qu'ils appellent leur Content Credential, donc leur certification de contenu.
Et ça a même un logo, donc c'est un logo, c'est CR, hein. C'est un CR entouré, donc CR comme credential. Hein. Et c'est quoi? C'est rien de plus que des métadonnées, finalement, avec une signature cryptographique dedans, donc un certificat en quelque sorte, hein, qui donne le pédigré d'une image. Donc le CR a été développé avec le C2PA, qui est là, attention, Coalition for Content Provenance and Authenticity, dont font partie, alors évidemment Adobe, Microsoft, Intel, la BBC, Sony, Nikon, voilà encore d'autres. Et ça concerne en fait aussi bien les images que les vidéos et même les documents PDF. Alors les métadonnées elles contiendront l'auteur, les outils utilisés pour la création et ou la modification du média. Elles seront d'office intégrées aux images qui seront produites par Firefly et à terme par d'autres logiciels IA aussi, et pourquoi pas par des appareils photo compatibles par exemple, etc. Donc sur une image générée par IA, ce sera mentionné. Enfin, ce sera mentionné que c'est fait par Firefly, quoi. Hein. De même que si elle contient divers éléments combinés, ce sera aussi marqué, puis on saura par qui elle a été faite. Et donc effectivement, ça peut aussi être utile pour protéger la propriété intellectuelle des œuvres, hein, tout simplement. Donc quand tu crées un truc, en gros, tu le signes avec CR. Et donc, ça veut dire que tu l'inscris sur un cloud. Parce qu'en fait, il y a un cloud qui est associé. Et ensuite, les infos sont consultables par tous les logiciels compatibles. Donc, il y aura un petit symbole CR qui sera cliquable, vraisemblablement en haut à droite de l'image pour connaître les détails. Donc, le CR lui-même ne dit pas qu'une image est générée. Hein. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire qu'elle est certifiée. Après, vous cliquez, et puis pour vous voyez comment elle a été produite, hein, et puis si une image peut être recertifiée s'il y a une modification. Si c'est pas le cas, qu'elle a été modifiée en gros sans le consentement, il y aura une petite croix rouge sur l'icône pour le signaler. Alors cela dit, ce CR, c'est pas un watermarking. On pourrait imaginer que c'est un watermarking, en fait pas du tout. Le CR, c'est plutôt un cloud de certification. Et rien n'empêche quelqu'un de virer purement simplement les métadonnées, hein. Ça se verra pas sur l'image, hein, c'est des métadonnées. Donc on n'aura plus aucune info, tout simplement. Donc le système finalement n'a d'intérêt que si suffisamment de gens décident de l'utiliser. Alors pour le moment, il y a deux écoles un peu. Hein. Il y a celle de la signature en filigrane, donc le watermarking proprement dit, qui est supposée, elle, résister aux modifications de l'image, et tenter de manière discrète et robuste donc d'identifier les images génératives. Hein. Bon, ça c'est le chemin qui est envisagé par Microsoft et OpenAI par exemple. Et puis il y a celui de la certification à la Adobe. Donc en fait, il n'y a aucune solution qui est très convaincante pour l'instant, hein, parce que d'une part, il y a une étude récente de chercheurs du Maryland qui montre que le watermarking ne fonctionne pas très bien. Alors, en fait, ils ont réussi à se débarrasser de toutes les méthodes existantes. Donc par exemple, je ne sais pas si tu te souviens, on avait parlé d'une de ces méthodes qui consistait à faire des ronds dont le bruit qui était utilisé pour générer une image. C'est pas par diffusion pour générer les images comme ça par IA, on utilise un bruit primordial, et dans ce bruit, si on mettait des espèces de motifs et qu'ensuite on modifiait l'image, la trace des ronds persistait, en tout cas dans l'espace latent. Et donc dans l'article, ils décrivent leur procédure à comment tu peux t'affranchir de ça. En fait, tu prends l'image, tu la reconvertis dans l'espace latent, qui est l'espace de l'IA, hein, pour faire simple, tu rajoutes du bruit dessus, et après tu la reconstruis à partir de sa version bruitée. Et bien appliquée, la reconstruction fait disparaître les ronds, en fait, elle fait disparaître tout watermarking, non seulement donc de la méthode avec les ronds, mais aussi en fait de toutes les autres méthodes. Donc on peut prendre cette recherche de deux manières. Soit on se réjouit en se disant qu'on va pouvoir se baser dessus pour créer des méthodes plus robustes, soit on se dit que le watermarking c'est une cause perdue et qu'il faut autre chose. Donc il y a l'idée de la certification, alors le CR là, ça peut être une solution éventuellement si la plupart des gens l'utilisent, et qu'à terme le fait même qu'une image n'en contienne pas de CR soit en soi une information qu'il faut prendre en considération, quoi. Donc on se méfie un petit peu des images non certifiées. Donc on verra bien qui gagne du watermarking, de la certification, et bien sûr ce sera peut-être aucun des deux. Ouais, et je pense qu'on va encore en parler longtemps avant de trouver une solution idéale à cette situation, mais qu'on continuera à suivre ensemble. Guillaume, justement, on va changer de rubrique et pour autant on va être dans une vraie continuité parce qu'on va continuer à se poser la question de quelque part les faux contenus. Est-ce qu'on va parvenir à réguler tout ça, Guillaume, si tu aurais que ce soit possible? Écoute, ces derniers mois, on a vu proliférer tout un tas de fakes, de covers faites par des IA, des photos de Macron en éboueur, de Donald Trump arrêté, et des chansons chantées par des chanteurs morts, y compris Frank Sinatra.
Je fais une parenthèse, Bon, est-ce que tu as vu ce que je t'avais envoyé d'ailleurs sur Telegram? Moi, je me suis tapé des barres de rire dessus. Les diffusions, c'est pas tout jeune, hein, mais juste je réalisais. Il y a des diffusions sur Twitch en ce moment de Macron, Le Pen et Mélenchon qui répondent en live aux questions qui sont posées par le chat sur Twitch. Et évidemment, les questions sont évidemment très profondément politiques, du genre qui est le Pokémon le plus fort, ou est-ce que tu penses que telle équipe va gagner le prochain tournoi de e-sport, ou qui raconte des blagues à Toto. Et le fait de voir Macron, Le Pen et Mélenchon répondre à ces trucs-là, tu sens très très vite évidemment que tout ça est artificiel et puis c'est pas hyper convaincant, mais quand même, on est aujourd'hui capable de faire ce genre de choses. Donc évidemment, la question va continuer à se poser. C'est une illustration de plus, quoi. Excuse-moi, je voulais le préciser parce que... Oui, et puis il y avait la reprise de Mistral gagnant. Ah avec, oui, par Zemmour et Le Pen. Avec Zemmour et Marine. Bon. Donc, enfin bon, tout ça, ça énerve, hein, en tout cas, aux États-Unis, ça énerve. Et donc, il y a un projet de loi transpartisan qui veut essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, en interdisant la production de répliques digitales sans le consentement du propriétaire. Alors, ça existe plus ou moins déjà d'un État à l'autre, hein. Il y a des lois qui protègent l'apparence de quelqu'un, son droit à l'image, hein, en quelque sorte. Donc, cette loi fédéraliserait, en quelque sorte, tout ça en interdisant de produire sans l'accord de l'intéressé, son image visuelle et sa voix. Donc les deepfakes, les covers, voilà, qui deviendraient donc de fait illégales, à moins d'être d'accord avec les gens originaux ou leur descendance, et ça jusqu'à 70 ans après leur mort. Ça, je crois que ça prend en compte le cas justement de satire un peu, ou d'humour, enfin je sais plus, il y a des cas comme effectivement, ça. Sauf dans le cas où c'est manifestement une satire, une caricature, ou ce genre de truc, effectivement. Donc ça s'appellerait le No Fake Act, No Fakes Act, et donc c'est un nom... Alors c'est un nom court parce qu'en fait il a un nom qui est parfaitement trop long et imbitable, que je vais pas dire. C'est l'ambiance générale de toute façon en ce moment, puisque la RIAA, donc l'industrie de la musique américaine, a déjà appelé le gouvernement à considérer les deepfakes comme du piratage, pur et simple. Deepfake audio en particulier, pour ce qui la concerne, créer une nouvelle chanson de Johnny Cash, ce serait considéré exactement comme une contrefaçon, tout simplement. Donc c'est marrant parce que ça coïncide justement avec une prolifération de modèles de plus en plus puissants et capables de créer des deepfakes de plus en plus simplement, hein, et en particulier à l'audio. Alors justement, ouais, effectivement, continuons sur l'audio, Guillaume. Ben oui, justement, pas plus tard que la semaine dernière, déjà, on apprenait que CD Projekt avaient eux-mêmes utilisé l'IA pour reproduire la voix d'un doubleur polonais mort. Donc c'était Milogo Strejček qui doublait Victor Vector et qui est malheureusement mort en 2021. Alors ça n'empêche pas de continuer à doubler le perso dans Phantom Liberty, le dernier DLC tout juste sorti de Cyberpunk 2077. Alors ils ont eu l'accord de la famille, attention, hein, c'est totalement officiel, ils ont utilisé les services de Russ Pitcher, qui est déjà responsable de projets de haut niveau, hein, de l'univers Star Wars. Et donc Milo Ghost était un excellent doubleur, hein, et CD Projekt dit que c'est un dernier hommage finalement à son travail. La famille était d'accord et contente de l'initiative, donc même dans le jeu vidéo, et même alors que personne n'aurait crié au scandale hein, s'ils avaient remplacé le gars, la pratique se répand et se banalise. Donc être mort, désormais, c'est plus une excuse pour plus bosser. Non mais... Bon, d'autant plus que chaque mois ou presque, on voit arriver un nouveau modèle génératif audio, plus puissant encore et plus versatile que le précédent. Et cette fois, je parle en particulier de Uni Audio, qui est un modèle créé en collaboration entre Hong Kong, Microsoft, Carnegie Mellon et Zhejiang University, en Chine. Uni Audio est un modèle multimodal audio. Alors je sais d'habitude, quand je dis multimodal, c'est des modalités très différentes, hein, comme du texte, des images ou du son. Mais là, il faut voir que l'audio, en fait, peut avoir plusieurs contextes de représentation et plusieurs contextes d'utilisation. Alors déjà, le modèle comprend le texte, évidemment, pour les prompts, et le son digital, donc son de type Wave, hein, et aussi de la musique MIDI. Et tout ça, c'est assez différent, donc c'est vraiment des modalités différentes. Mais tout est digéré dans une représentation unifiée, et le modèle a été entraîné sur 165 000 heures d'audio, et il est capable de 11 tâches différentes, donc de génération, hein, donc la synthèse vocale, la synthèse de musique, la synthèse de voix chantée, de clonage de voix, d'édition, d'amélioration, etc. Donc par exemple, on peut lui donner un texte, donc tu écris un texte, tu donnes une voix en référence, et après il énonce le texte avec cette voix. Donc on peut cloner de manière immédiate la voix de n'importe qui. Parce que ça marche même avec des voix de qualité assez médiocre, qu'on pourrait obtenir sur un téléphone par exemple. Donc vraiment, personne n'est à l'abri d'un clonage. On peut aussi prendre un enregistrement de toi qui parle, et donner ma voix comme prompt, et obtenir moi, en gros, qui disait ce que tu disais. Il n'y a même pas besoin de texte, on peut faire ça directement à l'audio. Le modèle peut filtrer et améliorer les signaux, il peut enlever un bruit de fond ou même une musique hein, pour isoler une voix. Si plusieurs personnes parlent en même temps, il peut isoler un locuteur et virer les autres, hein, tu fournis juste la voix de la personne. Et il peut aussi agir en tant que modèle purement génératif, pour créer des effets sonores ou des musiques à partir de texte. Hein. Tu peux faire de la synthèse vocale avec des directives. Par exemple, tu peux demander que
le texte que tu as écrit soit dit par un homme avec une voix grave qui est un peu affolé, avec des oiseaux qui gazouillent en fond, parce que j'ai pas eu la peur des oiseaux. Et pour couronner le tout, le modèle le fait 1 milliard de paramètres. C'est peu, en fait, et ça le rend accessible aux machines grand public. Pour fixer les idées, il est un peu plus petit que la première version de Stable Diffusion. Est-ce que vous vous rendez compte, en suivant l'ensemble des news de cet épisode de Tech Café, à quel point la création, vraiment au sens large, que ce soit audio, vidéo, image, va vraiment, encore une fois, être bouleversée. Moi, ça me bluffe de voir, encore une fois, ces algos avancer. Et c'est pas fini. Alors justement, continuons, Guillaume. Et oui, c'est pas fini, parce que on le sait, les humains, et surtout les humaines, sont à la fois les sujets les plus prisés par la génération d'images, et aussi les plus difficiles à représenter de manière parfaitement correcte. Parce qu'en fait, un générateur d'images moyen, il a vu des millions d'humains, c'est vrai, des millions d'humains, mais en 2D. Donc il a vu des millions de photos d'humains, c'est-à-dire des projections d'humains sur une surface plate, mais il a aucune idée de la structure d'un humain. Il a qu'une vague idée de sa forme en 3D, il a aucune idée finalement des contraintes mécaniques ou morphologiques qu'on a vraiment. Et ça explique pourquoi on peut se voir des femmes à 3 bras, des mains à 18 doigts et des angles entre les têtes et les corps qui sont pas toujours bons pour la santé. Pour remédier à tout ça, il y a des chercheurs qui ont créé un nouveau modèle qui s'appelle Hyperhuman. Alors c'est une collaboration avec Snap d'ailleurs. Alors à la base, c'est un modèle de diffusion normal, classique, et continue de générer des images, en 2D, quoi. Il les génère comme d'habitude, par diffusion, ok. Mais la grosse différence, c'est qu'en plus de ça, il a aussi été entraîné à générer des squelettes simples d'humains, donc des représentations simples des poses, et des cartes de profondeur, et même des normal maps, c'est-à-dire en gros des cartes d'irrégularité de surface, pour donner en fait plus de détails plus réalistes. Donc chacun de ces rendus, en soi, est assez approximatif, assez grossier. Mais ensuite, quand on les combine, ça donne une image qui utilise beaucoup plus d'informations, en réalité, qu'une simple génération de 2D. Le modèle, finalement, il a des modules squelettes et des modules profondeur, et il a appris, finalement, en les combinant, à comprendre plus finement la structure en 3D d'un humain, avec les modules squelettes, par exemple. Et ça lui permet de générer beaucoup plus facilement des personnes qui sont crédibles et qui ont des anatomies normales, et des poses parfois complexes, parfois en groupe, et dans des poses naturelles, ou complexes à représenter, quoi. Donc, alors, pour les habitués de Stable Diffusion, encore une fois, on pourrait dire que c'est comme si on entraînait un modèle à utiliser tout seul automatiquement 3 contrôles nets, pour générer une image. Sauf qu'on n'a pas besoin de lui fournir les infos, il le fait tout seul, et puis surtout, il sait quoi prendre comme information, c'est-à-dire il sait générer tout seul les volumes, les poses, etc. Et en plus, il a même un refiner comme SDXL, c'est-à-dire qu'il a un deuxième module qui permet de raffiner les détails, et donc il génère des images en 1024 par 1024, donc une résolution relativement élevée déjà. Et donc Hyperhumans, c'est une évolution pour la génération d'images, une belle évolution, et donc on attend impatiemment sa sortie. Alors je sais pas quand elle arrivera, parce que je l'ai pas trouvé pour l'instant. Ouais, ça donne vraiment le sentiment quelque part que avec plus de données sur la même image, il arrive à essayer de s'imposer plus de logique quelque part. Enfin, moi, c'est comme ça que j'arrive à me l'interpréter. C'est qu'au lieu de pondre bêtement et simplement, encore il y a des guillemets derrière bêtement et simplement, une image, il arrive à essayer de lui donner plusieurs logiques, notamment avec le squelette, avec les profondeurs. Bon, c'est bluffant. Ça continue. Alors, c'est quoi l'étape suivante, Guillaume? C'est Show One, c'est ça? Pour l'instant, la génération de vidéos, c'est encore, ça en est encore assez balbutiement. C'est pas terrible. Alors, c'est pas aussi impressionnant de qualité en tout cas que les images fixes. Ça s'améliore de mois en mois. Pour le moment, c'est sans doute le Gen 2 de Runway qui remporte le morceau, du modèle le plus puissant, disons en texte ou vidéo pur. Après, il y a Picalabs qui sait bien animer les images fixes, qui donne quelques secondes d'animation quand tu donnes une image. Mais peut-être pas pour très longtemps finalement, parce qu'il y a l'université de Singapour qui vient de présenter un concurrent qui est très prometteur, qui s'appelle Show One. Alors c'est intéressant pour deux raisons. D'une part, il produit des vidéos qui sont assez correctes. Bon, il peut produire des vidéos très nazes comme tous, mais disons que, comparé aux autres, il produit des vidéos qui sont plutôt pas mal. Et il le fait en utilisant relativement peu de ressources. Donc il parle de 15 gigaoctets de mémoire vidéo. 15 gigaoctets de mémoire vidéo, c'est à la fois peu et beaucoup. C'est-à-dire, ça le rendra accessible quand même à des machines grand public sur des cartes graphiques haut de gamme, Donc la raison, c'est qu'ils le font en 2 passes. Donc il y a une première passe qui produit une image qui a faible résolution, mais qui est dans l'espace réel, entre guillemets, c'est-à-dire avec des vrais pixels, donc ils travaillent en pixels, les pixels qu'on utilise tout le temps, normaux. Et la deuxième passe, pour améliorer tout ça, se fait dans un espace latent. L'espace latent, c'est-à-dire c'est un espace d'image compressée.
Alors pourquoi ? Parce que c'est plus avantageux en termes de ressources d'utiliser une représentation plus efficace des images. C'est aussi ce que fait Stable Diffusion d'ailleurs. Il utilise un espace mathématique qu'il appelle l'espace latent, dans lequel les images sont représentées de manière ultra efficace, et donc ça prend moins de données pour représenter une image avec une perte négligeable. Et donc du coup, c'est aussi avantageux de faire ça en termes de ressources. Mais le problème, c'est qu'en réalité, cet espace latent, il est très bien adapté à représenter des images fixes. Par contre, il n'y a pas une cohérence temporelle. La cohérence temporelle, c'est plus difficile. Et en fait, la cohérence temporelle, elle est plus facile à gérer dans l'espace réel, on va dire, avec les pixels, qui bougent de manière continue. Dans une vidéo, voilà, si vous bougez une balle, la balle, elle bouge de manière continue, comme ça. Dans l'espace latent, c'est pas forcément si évident que deux images proches soient proches dans l'espace latent, en fait. C'est pas forcément fait pour ça. Du coup, l'espace réel est très bien pour la continuité temporelle, et l'espace latent, il est beaucoup mieux pour, manipuler des images qui sont de meilleure qualité, on va dire. Donc eux, ils essayent de faire ça en 2 passes pour essayer de marier le meilleur des 2 mondes. Alors bon, ils y arrivent pas trop mal, disons, voilà, pour Shawan. Et aussi à l'université de Singapour toujours, on se penche aussi sur une manière de créer des LoRa pour des modèles de génération vidéo, en particulier des LoRa de mouvement. Alors, donc en gros, le but, c'est de contrôler mieux la génération vidéo. On est encore au balbutiement de la génération vidéo, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas se poser des questions sur pour comment aller plus loin et comment contrôler ça, comme on le fait pour les images, en fait. Donc pour les images, souvent, quand on veut rajouter un style, par exemple, à la génération d'images, on peut juste changer de modèle, effectivement, ou alors on peut rajouter un adaptateur, qu'on appelle un LoRa. Donc c'est un petit modèle qu'on greffe sur un plus gros pour lui rajouter un sujet, par exemple un personnage de série que le modèle de base ne connaît pas, ou alors un style graphique que le modèle ne connaît pas. Donc on leur rajoute ce petit adaptateur, et après le générateur d'images, il sait faire par exemple des images avec Jennifer Lawrence. Bon, tout le monde connaît Jennifer Lawrence, mais c'est un exemple. Voilà. Mettons que vous ne connaissez pas Jennifer Lawrence, vous mettez le LoRa de Jennifer Lawrence, après vous pouvez faire des trucs avec Jennifer Lawrence. Il faut pas, c'est illégal, mais bon, on s'en fout. Bref, vous avez compris le principe. L'idée ici, ce serait de faire pareil, mais pour un générateur vidéo. D'avoir un adaptateur qui, lui, ne représente pas un sujet, cette fois, parce que ça, on sait déjà faire, mais par exemple un mouvement que la caméra pourrait adopter, par exemple. Le but, ce serait de découpler l'espace des apparences et ceux des mouvements. Donc, si on a une voiture sur un chemin avec un travelling, on peut appliquer ce même travelling à n'importe quelle autre voiture, ou tank, ou cheval, qu'on va générer avec le modèle qui produit des vidéos. Donc le modèle est le même si le sujet n'est pas le même. Donc on voit que petit à petit, on commence même à réfléchir à des manières de mieux contrôler les futurs générateurs vidéo, comme on contrôle les générateurs d'images actuels, mais avec des concepts supplémentaires qui sont propres à la modalité vidéo, c'est-à-dire le mouvement. Et donc pour conclure cette mini-revue des recherches sur les IA génératives, juste en passant, au-delà de l'image, on peut aussi mentionner un générateur de splat, encore une fois, de Gaussian splatting, ou d'éclat de Gaussian, si vous voulez. C'est un générateur d'objets 3D, qui utilise donc les splats comme génération de base, et qui peut, en une demi-heure à peu près, produire des objets 3D très détaillés, uniquement à partir de prompts. Ça s'appelle Gaussian Dreamer, et on avait parlé de Dream Gaussian, donc on a parlé dans un épisode il n'y a pas si longtemps, et donc vous voyez qu'il y en a, il y en a de plus en plus, les exemples sont vraiment convaincants, parfois c'est même quasi photoréaliste. Et finalement, la génération de splats par diffusion, c'est une tendance, vraiment, qui pourrait bien chambouler le travail des modeleurs 3D d'ici 2-3 ans. Alors, peut-être moins, on va savoir la vitesse à laquelle ça va, on n'est pas sûr, quoi. Ouais, c'est rigolo parce qu'il y en a toutes les semaines, littéralement. On continue, Guillaume, avec les éléments concernant le rapport, quelque part, des intelligences artificielles et la réalité, que ce soit pour la conduite ou pour la reconnaissance des objets du quotidien, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, puisqu'on parle de vidéos génératives, là, on continue avec 2 projets qui sont probablement précurseurs et importants dans la méthodologie pour développer les futurs algos, les futurs gros modèles de robotique. Parce que les nouveaux algos dont on parle tout le temps ici, et partout, voilà, évidemment, ont tous ça en commun que ce sont des programmes informatiques qui se programment eux-mêmes. D'accord ? Donc voilà, on leur montre un exemple et après on le fouette. Si voilà, on montre un exemple, ils se plantent et donc on les fouette et après on recommence. Et comme ça, on les fouette et donc du coup ils se plantent un petit peu moins. Ils se font en sorte de se planter un petit peu moins pour être moins fouettés. Okay. Et voilà, donc on fait du dressage d'algorithmes et c'est exactement ça. Le machine learning finalement c'est ça, c'est du dressage d'algorithmes. C'est du propre. Mais donc du coup, pour faire ça, il faut des exemples. Il faut beaucoup d'exemples, vraiment beaucoup, à tel point que ça devient une problématique en soi d'en avoir suffisamment d'exemples, de suffisamment bonne qualité. En fait, il faut les trouver et ça coûte des sous de rassembler, de filtrer, d'organiser tout ça. Alors une solution pour pallier à ça, c'est d'opter pour les données synthétiques.
Et alors, ça se fait déjà, les données synthétiques, c'est assez classique, hein, d'ailleurs, ça existe pour plein de trucs. Ça se fait déjà pour les modèles de langage, déjà pas mal. Alors, je sais qu'on a dit que les LLM dégénéraient s'ils étaient entraînés sur une trop grande partie de contenu qui était généré lui-même par d'autres modèles de langage, mais en fait, pour fine-tuner, c'est-à-dire pour faire un entraînement supplémentaire, faire des petits réglages pour donner des caractéristiques spécifiques à un chatbot, par exemple, ça marche pas mal. Et je pense que pas mal, voire la majorité des dérivés de Llama, par exemple, utilisent des sets de données qui sont synthétiques, qui sont générés par GPT-4. Donc, il n'y a pas une proportion vraiment trop importante de données synthétiques, ça passe. Donc, un autre domaine où on a besoin d'énormément de données, pas forcément facile à produire, en énorme quantité, c'est les voitures autonomes. Alors pour le moment, les meilleures voitures autonomes, les plus sûres, sont pas des trucs qui peuvent s'adapter à la conduite n'importe où, sur n'importe quelle route. Elles marchent bien dans des zones bien définies et très bien balisées. Donc on doit avoir des cartographies 3D très précises, ce genre de trucs. En fait, pour avoir une voiture qui s'adapte à presque tout, quelque part, il faudrait qu'elles aient presque tout vu. Tu vois, et parce qu'on voulait avoir une conduite totalement organique. Enfin, en tout cas, parce que pas tout, mais en tout cas vraiment beaucoup de choses. Et Wave, par exemple, Wave, c'est une boîte qui se lance donc dans la conduite autonome, qui a une autre approche par rapport à celle de Waymo, qui a une approche justement plus organique. C'est-à-dire que la voiture est moins guidée, elle est moins encadrée par des algos traditionnels, et elle apprend plus par elle-même à conduire. Parce qu'on a l'espoir que comme elle apprend par elle-même à conduire, si on lui donne suffisamment de données d'entraînement, finalement on arrive à avoir un algo qui sache s'adapter tout seul à peu près toutes les situations. Donc l'espoir, c'est d'avoir une conduite autonome de niveau 5, tout simplement, parce que pour l'instant, on n'en est pas vraiment là, quoi. Le niveau 5, finalement, c'est une voiture autonome qui s'adaptera à n'importe quelle route, même non balisée, exactement comme un humain le ferait. Et pour ça, il faudrait énormément de données, du coup. Et Wave, il en a pas trop. Alors du coup, le synthétique, c'est fantastique. Et donc ils ont créé un modèle qui s'appelle Gaia 1, donc Gaia 1, tout simplement, qui est un modèle génératif bien particulier, parce qu'en fait, il produit des vidéos, lui aussi, c'est un modèle génératif de vidéos, et il produit des vidéos uniquement de routes, de rues, avec ou sans piétons, avec des voitures, des cyclistes, des bus, etc. Donc en fait, c'est comme Gen 2, mais qui serait capable que de produire des vidéos routières, uniquement des vidéos routières. Donc on peut lui demander tu peux lui demander ce que tu veux, tu peux lui demander un quartier de banlieue enneigé, un centre-ville ensoleillé en plein bouchon, une attaque de bus à Impérial, voilà, je sais pas, les rues de Lyon de nuit en plein rodéo urbain, ce que tu veux, mais certainement pas deux ninjas qui se battent en duel dans une forêt de bambou. Ça il peut pas. Il fait que des routes. Et du coup, c'est un modèle qui est pas énorme, il fait 9 milliards de paramètres, mais il sait quand même générer des routes qui sont relativement crédibles en réalité, puisqu'il génère que ça. Donc on peut générer à la demande, finalement, tous les scénarios. Et une fois qu'on a généré un scénario avec visuellement, on va le donner à un autre algo de deep learning, celui de la voiture, qui va devoir s'adapter à ce scénario, qu'il est supposé voir par ses caméras, mais qui en fait est une vidéo totalement générative, qui n'existe pas. Et parce que tout ça, c'est quasi gratos. Il n'y a pas besoin de sortir une voiture bardée de caméras pour aller filmer des trucs, t'as pas besoin d'aller chercher d'ailleurs les multiples contextes, t'as pas besoin d'aller sortir une voiture dans la neige, d'aller sortir une voiture avec des bus, non, tu t'en fous, tu peux les générer directement. Si t'as une grosse GPU, tu peux générer tout ce que tu veux, et puis c'est tout. Donc, c'est vraiment hyper avantageux, effectivement, pour pouvoir entraîner des modèles de manière totalement virtuelle, en réalité. C'est-à-dire que, en fait, tout ce qu'il voit est virtuel. Et il y a un autre domaine qui est très voisin, qui en réalité c'est très voisin, où ce genre de données synthétiques peut s'avérer super pratique, c'est la robotique. Plus généralement, d'ailleurs, de toute façon, les voitures autonomes, ce sont des robots. Déjà aujourd'hui, c'est tout simplement des robots. Donc, en robotique plus généralement, c'est aussi très utile. Et c'est pour ça que que MIT, le MIT, Berkeley et l'Université d'Alberta ont mis au point Unisim. Unisim, ça permet d'entraîner les robots complètement en simulation. Alors, c'est pas une nouveauté en soi. La simulation NVIDIA parle de ça à chaque occasion avec son Omniverse. Mais là, au lieu de modéliser en 3D un environnement dans lequel des avatars de robots virtuels vont s'entraîner, on va générer, avec des IA génératives, des situations visuellement par des vidéos et aussi matériellement par des mouvements. C'est-à-dire que les modèles génératifs peuvent générer non seulement des vidéos, c'est-à-dire ce que verrait le robot, mais aussi ce qu'il ressentirait, ce que les autres capteurs pourraient ressentir. Et donc Unisim, il a appris avec tout un tas de trucs. Il a appris avec des images, des vidéos sur Internet, des vidéos de robotique en pagaille, des données de navigation de drones, des manipulations de robots et des activités humaines qui sont à reproduire
Alors, c'est pas des vidéos très basiques, hein, des manipulations de cuisine, tu vois un gars en train de nettoyer un bol, ce genre de truc. C'est pas passionnant, mais c'est utile évidemment pour un robot pour apprendre, quoi. Donc Unisim peut, alors par exemple, simuler quelqu'un qui épluche des carottes. Ça paraît très con, mais il peut générer une vidéo de quelqu'un qui épluche des carottes. Il peut simuler qu'on déplace une caméra qui regarderait le Golden Gate. Donc, en gros, Unisim, tu lui dis génère-moi une vidéo du Golden Gate. Ensuite, tu déplaces-toi vers la droite, il déplace le cadre comme si on voyait une autre partie du Golden Gate. Ou alors, il peut simuler une pince qui appuie sur des boutons. Des choses que d'ordinaire un vrai robot verrait par ses caméras si on le mettait dans la situation. Sauf que là, c'est plus la peine, parce qu'en fait, toutes les données sont synthétiques. Les boutons n'existent pas, la carotte n'existe pas, tout ça, ce sont des images de synthèse, tout simplement, mais qui sont générées par des IA. Donc ça demande évidemment beaucoup de puissance, déjà pour être entraîné, ce truc-là, hein, parce que voilà, et puis évidemment pour le rendu, hein, ça demande aussi beaucoup plus de puissance probablement qu'un rendu 3D fut-il en ray tracing, mais par contre, il n'y a pas besoin de modéliser des caisses de situations différentes. Parce que quand tu fais de Omniverse, il faut quand même la modéliser, la situation. Il faut quand même modéliser tu vois, l'usine dans laquelle tu vas faire bouger tes robots, ou l'entrepôt dans lequel vont bouger tes trucs. Là, c'est pas la peine. Il suffit de demander et c'est généré. Alors la qualité, elle est c'est pas très beau, hein. La qualité, elle est pas 4K. Parfois, t'as des détails un peu bizarres, mais globalement, les sujets y sont, c'est reconnaissable et c'est suffisant pour entraîner des robots. Eh ben, ça va progresser aussi dans le domaine de la robotique. C'est merveilleux. On va conclure cette rubrique, Guillaume, avec GPT 3.5 qui va avoir des billes pour quelque part se vérifier lui-même, c'est ça, hein, quelque part? Pas vraiment. Merde. Non, malheureusement, on termine cette rubrique avec encore des chercheurs qui nous amènent des mauvaises nouvelles. Parce c'est l'inverse, au contraire. Ouais, c'est ça. Il se trahit. En fait, on sait que les modèles de langage sont super puissants. Hein. Et du coup, a priori, on peut leur demander un peu ce qu'on veut. Ils peuvent faire n'importe quoi, bon ou mauvais. Ils peuvent produire de la désinformation ou de la propagande à grande échelle. Hein. Ça devient super facile avec un modèle de langage open source. D'ailleurs, il y a vraiment pas beaucoup de choses à faire et pas beaucoup de matos à avoir. Pour autant, on se disait aussi que les modèles les plus utilisés, pour l'instant, hein, les plus puissants, ils sont encadrés, ils sont sécurisés. Hein, ceux qui sont chez les grosses boîtes comme OpenAI ou chez Microsoft, évidemment, ils peuvent pas être utilisés à mauvais escient parce que ils refusent. Ou alors c'est difficile à jailbreaker, tout ça. Bon, en fait, si, on peut les utiliser comme on veut, et le problème se situe dans le fait qu'on peut les personnaliser en réalité. En fait, OpenAI a sorti il n'y a pas super longtemps une fonction pour fine-tuner GPT 3.5 par exemple. Donc fine-tuner, ça veut dire personnaliser, donc tu fais lire au chatbot finalement le texte que tu veux, hein, et comme ça il s'entraîne dessus, et ça permet de le personnaliser un petit peu, ça permet de personnaliser ses productions, quoi. Fine-tuner avec les contenus de Guillaume Poggiaspala, par exemple, voilà, il pourrait s'exprimer comme moi, et voilà, éventuellement faire des blagues débiles, et utiliser des expressions désuètes. Bon, le chat GPT original, par exemple, il va pas insulter les gens, ou faire du roleplay coquin, de base, il va refuser, parce qu'il est aligné. Mais pour pas très cher, tu peux le personnaliser. Et on peut lui montrer d'autres exemples, donc, de comportements, et évidemment, après, il va adhérer à ces comportements. Donc, si tu lui montres comment se comporter ou quoi répondre, au bout d'un nombre suffisamment grand d'exemples, il va le faire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si on le fine-tune pour parler mal? Si on le personnalise pour devenir un connard, il devient connard, tout simplement, il le fait, hein. Et en plus, pour pas vraiment cher, parce que, en fait, ça commence à marcher à partir de 10 exemples. Et 10 exemples, c'est 20 centimes que ça coûte. Donc c'est franchement, voilà, on peut le pousser à faire l'apologie du terrorisme, de la drogue et de l'alcool sur les réseaux sociaux pour vraiment pas cher. Et en réalité, ça marche avec tous les modèles, ça. Lama de chat, par exemple, qui est le modèle de Meta, qui est aussi très bien sécurisé, tu peux le fine-tuner pareil, hein, il suffit de le régler un petit peu. Donc de la même manière, voilà, un petit coup de fine-tuning, tu tournes quelques petits potentiomètres, là, et c'est fini. Donc en gros, pas la peine de se casser la tête à faire du prompt engineering, il suffit pour quelques dollars, voilà, de lui montrer comment faire. C'est même à tel point que les chercheurs montrent que ça peut arriver même si on le fait pas exprès. C'est-à-dire qu'un utilisateur peut fine-tuner son GPT sur un texte de fiction, par exemple, texte de fiction un peu violent, voilà, un texte de fiction adulte, quoi, hein, et puis il peut se retrouver avec un modèle qui est beaucoup moins encadré que le modèle de base, même s'il voulait pas particulièrement produire du contenu toxique, tu vois, mais bon, voilà, donc ça peut marcher même par inadvertance. Donc,
Entre la disponibilité de modèles débridés ou en open source et la facilité avec laquelle on peut faire sauter les garde-fous sur les gros modèles commerciaux, c'est pas très rassurant, hein. Ouais, je sais pas si ça nous décrit un avenir radieux, Guillaume, malgré tout. Mais bon, écoute, notre rôle, c'est de vous relayer l'info et puis évidemment, vous l'analysez, vous l'interprétez comme vous le souhaiterez, pardon. On conclut cet épisode avec une dernière rubrique autour des jeux vidéo. Guillaume, que ce soit dans le monde des jeux vidéo, mais même quelque part, en prenant un petit peu plus de hauteur dans le monde de la tech, le plus gros rachat est acté. Dans le top 3 des rachats, alors dans le monde de la tech, il y a Twitter par Elon Musk pour 44 milliards, il y a EMC par Dell pour 67 milliards, c'était en octobre 2016, et donc le rachat par Microsoft de Blizzard Activision King. Alors je sais plus du coup si ça comprend bien le montant initial qui est de 68,7 milliards de dollars, mais ça y est, on peut classer ce sujet, Guillaume, pour de bon. Ça y est, ouais, on va arrêter de vous saouler avec ça, y est, l'acquisition Activision Blizzard King par Microsoft pour le prix d'amis de quasiment 69 milliards de dollars va se faire, puisque ça y est, la CMA a donné son feu vert, c'est officiel. Phil Spencer, il est tout content, il a envoyé des posts à tout le monde un petit peu sur X partout. C'est fait, il a fallu qu'Ubisoft rentre dans le jeu et prenne les rênes de la diffusion cloud des contenus Activision, et c'est bon, les Anglais sont rassurés. Ubisoft va donc contrôler qui peut streamer ou non Call of Duty et autres Overwatch pendant 15 ans minimum. Alors pour la zone hors UE, parce que dans l'UE, finalement, vous pourrez streamer sur n'importe quoi, mais la zone hors UE, c'est Ubisoft qui décide. Techniquement, ils pourraient même refuser le droit à xCloud s'ils voulaient. Mais bon, ils le feront pas. Ils ont même aucune raison de créer des exclusivités pour qui que ce soit, en fait. Donc Ubisoft, pourquoi Ubisoft ? Bon, Ubisoft, il est quand même assez familier du cloud, hein. Ils ont été des early adopters de Stadia, de Luna. Ils sont partenaires de Nvidia GeForce Now, donc bon, pourquoi pas. Et puis ça serait logique aussi que les jeux arrivent sur Ubisoft Plus, comme ça, à un moment. Donc, deal après deal, Microsoft finalement a réussi, voilà, et il a enfin eu Activision Blizzard. Et donc, ils détiennent désormais des dizaines de studios. En fait, j'en ai compté une petite soixantaine, et 21 800 employés, rien que donc dans les studios first party. Donc ça fait peur, en fait. Ça fait littéralement peur. Donc on va pas revenir sur à quel point c'est un énorme coût, voilà, vous imaginez, donc voilà, 60 studios. Alors, pas 60 dans Activision, mais au total, déjà. Donc, Microsoft aussi met un pied dans le jeu mobile avec King. Il acquiert une multitude de licences majeures. Bon, voilà, si avec ça, ils n'arrivent pas à booster le Game Pass, je sais pas ce qu'il leur faut. De toute façon, c'est l'objectif, donc d'ici 5 ans, ou à peu près, peut-être un peu plus, c'est 100 millions, ils veulent, 100 millions d'abonnés, je veux dire. Bon, reste la question de Bobby Kotick, toujours là, malgré tout, mais bon, sur le départ, enfin, il va rester jusqu'à fin 2023. C'est encore 2 mois pour faciliter la transition, après il jarte. Bon, il en aura bien profité, C'est le patron de Blizzard, en tout cas, qui était si toxique. On va pas revenir dessus, mais effectivement, tout s'organise pour qu'il puisse quelque part dégager. Ceux et celles qui connaissent un petit peu Guillaume Paul Diaspala savent qu'il a une marotte, il a une passion, c'est Minecraft, et il a une info à vous partager qui semble avoir retenu tout son désarroi. Il voulait vous le partager. Alors, écoute, on parle de Microsoft, et parmi les studios qui possèdent Microsoft, il y a Mojang. Mojang, c'est Mojang qui fait Minecraft, le jeu le plus vendu de tous les temps, et de loin, puisqu'ils ont annoncé qu'ils viennent de passer la barre des 300 millions de ventes sur presque 15 ans d'existence. Alors, c'est stratosphérique, puisque même GTA V fait beaucoup moins bien, puisqu'il a à ce jour 185 millions de ventes. Et là, je dis scandale. J'appelle au boycott. Parce que la version 1.21 va sortir et que le prochain animal à être intégré, ce sera le tatou. C'est n'importe quoi, ça aurait dû être le pingouin ou le crabe à la limite, mais le tatou, c'est un scandale. Bon, qu'est-ce que t'as contre les tatous ? Non mais le tatou, c'est n'importe quoi. C'est leur incarnation d'infogramme qui te pose problème ou... Non, mais c'est surtout qu'un pingouin ou un crabe, enfin, je veux dire, il y a des plages partout, un crabe, c'était nécessaire. De toute façon, il y a une vraie, alors, le pire de tout, c'est qu'il y a dans la communauté Minecraft, il y a une vraie controverse sur cette histoire, avec cette histoire de vote, où il fallait voter directement pour enfin bon, je vais pas revenir dessus parce que, mais c'est assez marrant. En réalité, il y a une vraie controverse sur cet animal, parce que tu comprends, chez Microsoft, ils sont pas capables de rajouter à la fois le crabe, le tatou et le pingouin. Ça, c'est pas possible, monsieur. Et est-ce que tu penses que les votes auraient été influencés parce que Pingouin égale Linux égale concurrent de Microsoft Windows? Sûrement.
Bon, comme d'habitude, Microsoft fait mise à jour qui est de toute façon extrêmement conservatrice. Minecraft évolue très 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 lentement. Un nouveau bloc, une nouvelle structure, un nouveau mob et c'est bon. Hop, rendez-vous l'an prochain, c'est bon, nous on a fait le boulot. Bon, ça c'est un peu limite. Ils sont quand même pépères chez Mojang. Alors, d'ailleurs, si vous voulez avoir d'ores et déjà un Minecraft 2.0, eh bien, il existe et il s'appelle Vintage Story. Vintage Story, c'est un jeu indé qui est beaucoup plus complexe et profond que Minecraft. C'est toujours un jeu sandbox avec des bugs, avec des cubes, mais donc il y a toujours des blocs, vous pouvez toujours tout modifier, vous pouvez faire de la construction si vous voulez, c'est pareil, sauf que toutes les mécaniques sont beaucoup plus complexes. Alors c'est pas un mode, c'est un jeu à part entière qui est développé depuis 7 ans par des gens qui sont justement déçus de Minecraft en gros, ils ont commencé comme à faire des modes dessus, puis ils ont fait leur truc, et c'est un truc qui est fou, c'est vraiment Minecraft, mais plus. Voilà, c'est un truc qui gère les saisons, la température, l'épuisement des sols, la rotation des cultures. Il y a un vrai climat réaliste, avec des pôles, un équateur, il y a de la minéralogie. Tu peux faire de la sculpture sur les micro-voxels, et vous allez pas le croire, il a des shaders intégrés. Incroyable, en 2023, quelle innovation. Minecraft n'en a pas. Donc jetez-y un coup d'œil, si vous cherchez de la vraie survie réaliste et du challenge, c'est pour vous. Bon, d'ailleurs, c'est un truc qui est ultra configurable, qui est prévu pour les modes, d'ailleurs, d'office. Donc c'est un jeu qui vaut pas mal le coup, en réalité, si vous accrochez au genre survie, quoi. Donc, c'est pour vous, Vintage Story, jetez-y un coup d'œil, en plus, c'est même pas cher. Et franchement, c'est beaucoup de travail depuis 7 ans là-dessus, ça vaut le coup qu'on s'y intéresse. On peut rebrancher ainsi le dossier que tu avais fait, Guillaume, sur Minecraft, avec toutes les possibilités de personnalisation que tu avais émises. Cherchez Minecraft sur techcafé.fr, vous trouverez évidemment l'épisode. Et Vintage Story aussi peut se jouer avec un serveur, à plusieurs, tout ce qu'il faut. Bon, on a compris que c'était ton petit préféré maintenant. Ça y est. On va regarder ce qui se passe du côté de la PS5 parce qu'il y a des choses qui se passent quand même. Petit tunnel Sony avec la sortie de la PlayStation 5 Slim, une PlayStation 5 elle est un petit peu plus petite, un peu moins grosse on va dire plutôt, parce qu'elle est 30% moins volumineuse et 20% moins lourde. Bon, étant donné que il fallait à peu près un bulldozer pour déplacer la PlayStation 5 de base, on va dire qu'elle est un petit peu moins obèse que l'autre, mais elle est un petit peu plus dense. Elle a un SSD d'un Teraoctet. Il sera possible de rajouter un lecteur de disque à la version Digital Edition, ce qui est plutôt sympa pour le coup, quand même, parce que vous pouvez acheter une version digitale et après rajouter un disque. Donc, lecteur de disque. Donc, elle a globalement toujours la même tronche, par contre, c'est-à-dire moche, de mon point de vue, mais bon. Donc, le prix n'a pas maigri, lui, ce sera $550 pour la version standard, 450 pour la Digital Edition. C'est prévu pour novembre aux États-Unis, et puis après, ce sera un petit peu partout ailleurs. Et pour finir, Sony aussi annonce l'arrivée du streaming de jeux sur PlayStation 5. Le streaming de jeux PlayStation 5 sur PlayStation 5. Pour l'instant, ça marchera pas encore sur PS4 et PC. Et donc, ce sera le cloud gaming, le xCloud de version Sony. Donc, c'est assez ambitieux parce qu'il promet quand même la totale, 60 FPS 4K HDR, et la restitution du son 3D aussi. Alors, 7.1 ou Tempest, le truc propriétaire. Donc, on pourra donc bientôt jouer à des jeux du PS Plus, avec un SSD plein à bord quand même, en streaming. Donc liste préliminaire, on comprend Spider-Man, Ghost of Tsushima, Dead Island 2, Mortal Kombat 11, Horizon bien entendu et bien d'autres. Magnifique, ça avance bien du côté de Sony. Et puis on va terminer avec le MetaQuest 3, Guillaume, parce qu'on en sait un petit peu plus sur concrètement qu'est-ce que c'est d'utiliser un MetaQuest 3. Ouais, alors on a désormais des tests sur le Quest 3 et on voit qu'il commence à être adopté pour le meilleur et pour le pire, on va dire. Alors déjà, si on devait résumer les tests, c'est un bon casque, c'est bien meilleur que le Quest 2, il y a de bien meilleurs écrans, tout est mieux en gros. Et bien entendu, le fait qu'on puisse voir la réalité via les caméras est un gros plus, même pour la VR pure d'ailleurs, parce que ça marche comme prévu, quoi. On se sent moins isolé, on peut voir les choses, on peut interagir, on peut couper le jeu un petit peu pour interagir si on veut. Les pièces évidemment sont mieux prises en compte, donc on est toujours à peu près conscient de ce qui nous entoure, donc c'est pas mal. En tant que casque VR pur, c'est peut-être le meilleur du marché de toute façon, parce qu'on peut toujours le connecter à un PC, tout ça, donc ça va pas changer. Alors ce qui concerne la réalité mixte, c'est déjà très bien finalement, parce que c'est pas parfait. Le flux vidéo manque encore de clarté, de piqué, parfois c'est un peu flou, donc parfois c'est difficile de lire des petits détails, mais c'est quand même déjà pas mal en fait, c'est suffisamment bon pour être tout à fait utilisable si on avait des choses à faire en réalité mixte en fait, parce que le principal souci à l'heure actuelle c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'applications et qu'il y a encore beaucoup moins d'applications qui soient vraiment rigolotes quoi. Ouais. Il n'y a pas de killer app quoi en fait, voilà. Donc l'appli qui ferait vendre les systèmes... L'écran déporté n'est pas suffisant quoi.
Enfin, l'écran virtuel. C'est ça. Tu peux avoir un écran virtuel où tu peux regarder des vidéos si tu veux en toute voilà, et le poser n'importe où en réalité mixte. Enfin, en toute quoi? En toute intimité? C'est ça que tu veux dire? En toute intimité. Tu peux regarder ce que tu veux en toute intimité, exactement. Donc c'est un premier pas dans la XR, dans la Mixed Reality, et c'est déjà très bien. Alors il y a des bémols, la batterie ne dure que 2 heures. Le prix est quand même assez élevé, il est quand même significativement plus que son prédécesseur. iFixit l'a démonté et changé la batterie, c'est un cauchemar, donc ça c'est vraiment perfectible. Donc il y a pas mal de trucs qui sont perfectibles, mais ça n'empêche pas que c'est déjà pas si mal, et même ça n'empêche pas certains de faire leur intéressant sur les réseaux sociaux en sortant dans la rue avec le truc. Il y en allant au café avec leur Quest 3 sur la tronche, ou à la Comic Con avec leur Quest 3 sur la tête. Alors bon, c'est franchement pour le buzz, parce que déjà évidemment c'est ridicule. Voilà, vous avez l'air de cyborg à 3 yeux, et tout ça pour voir mal votre environnement, parce que vous voyez quand même plus mal à travers le casque qu'avec vos yeux, c'est quand même, faut pas déconner. Alors qu'il n'y a pas encore d'application, tu vois, qui soit vraiment convaincante. Je veux dire, en gros, vous voyez mal votre environnement pour juste avoir un écran que vous pouvez poser un peu où vous voulez, mais ça n'a pas des masses c'est vraiment cacou, d'intérêt, surtout que c'est pour 2 heures maximum. Oui. Parce qu'après, il n'y a plus de batterie. Donc franchement, voilà, vous mettez tout le monde... Arrêtez ça, vous mettez tout le monde mal à l'aise. En plus, personne ne sait ce que vous voyez. Personne ne sait si vous enregistrez la vidéo ou pas. C'est donc socialement complètement déplacé. Vous avez l'air idiot et malaisant. Malgré ce que, d'ailleurs, a l'air de promouvoir aussi Apple quand même, je vois pas du tout ces casques être utilisés comme des trucs quotidiennement du matin au soir. Vraiment pas, quoi. Je suis pas sûr du tout que des casques XR soient mieux acceptés socialement que des Google Glass en leur temps. Les gens envoyaient des pires sur ceux qui prenaient ceux qui avaient des Google Glass et qui pouvaient finalement les filmer n'importe quand. Les temps ont changé, c'était il y a plus de 10 ans maintenant, mais enfin bon. Personnellement, je ne pense pas que ça ait, que les mœurs aient socialement changé tant que ça. D'ailleurs, puisqu'on y est, terminons avec quelques rumeurs, selon lesquelles Apple travaillerait sur une version moins chère du Vision Pro, qui aurait une puce d'iPhone au lieu d'une puce de Mac, donc un A quelque chose au lieu d'un M quelque chose, qui aurait d'ailleurs pas d'écran non plus avec des faux yeux sur la face avant. Ouf, enfin, ils ont viré cette horreur, c'est très bien. Et qui aurait un prix beaucoup plus contenu de 1500 à 2500 $. Bon, perso, si c'est ça leur conception du grand public, je continue à avoir des doutes. Parce que là, mais tu veux, Meta a sorti un casque pro à 1500 $, il s'est pas vendu. Ils l'ont baissé à 1000 $, il s'est pas vendu. Donc, et là, on est en train de se demander si 500 $, c'est un prix qui est assez attractif pour un casque XR, avec le Quest 3, tout ça. Donc, si la question c'est est-ce que 2000 $ c'est grand public, la question elle est vite répondue. Écoute, laissons Apple faire sa révolution des casques de réalité mixte et peut-être qu'on y succombera si vraiment on est convaincu. Mais effectivement, sur le papier, il nous manque pas mal d'arguillaume. Guillaume, merci infiniment. Pas mal d'argent, même. De l'argument et de l'argent, c'est vrai. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette revue complète de l'ActuTech. J'en profite pour vous dire que vous avez, depuis la semaine dernière et diffusé en 2 parties, un dossier sur Stable Diffusion. Donc, vous savez, ce générateur d'images par intelligence artificielle qui est quelque part un des concurrents qu'on pourrait citer de votre bien connu DALL-E ou Midjourney, et qui a les mérites de vous permettre de vraiment manipuler l'outil aussi, et comme Guillaume l'avait fait pour ChatGPT dans ton ordi, et là l'idée c'est de faire tourner votre propre Stable Diffusion, et vous allez avoir encore une fois plusieurs niveaux d'avancement et d'expertise, à commencer par le plus simple jusqu'au plus avancé, le plus avancé étant des branchements de blocs, vous verrez ça, ou peut-être ceux qui nous tiennent sur Patreon ont pu en prendre connaissance, puisque l'épisode est dispo donc en un seul morceau depuis la semaine dernière sur Patreon, pour les personnes qui nous soutiennent, qui soutiennent Tech Café sur patreon.com/techcafé, et les autres ont eu la possibilité d'écouter la première partie dans le supplément de Tech Café la semaine dernière, et vont avoir la seconde partie qui arrive là dans quelques jours. Voilà ce qui complète plutôt bien, je pense, cette semaine de Tech Café, de votre podcast. C'est évidemment toujours un régal de savoir que vous nous écoutez, et faites-le nous savoir avec les interactions comme on a pu en témoigner en début d'épisode. Rendez-vous sur techcafé.fr dans les commentaires, sur Discord, techcafé.fr/Discord, et donc sur patreon.com/techcafé. Bien entendu, vous pouvez également, si vous le souhaitez, nous retrouver à titre individuel. Guillaume, est-ce qu'on peut te retrouver ? Oui, mais moi, on me retrouve sur Vintage Story en train de chercher de l'argile. Ah. Parce que l'argile, c'est super important. L'argile, t'es obligé d'en avoir pour faire un creuset.
Ah. Après, il faut faut sculpter le creuset. Après, il faut le mettre dans un four, dans un four sous terre. Ouais. Et une fois que tu as ton creuset, tu peux faire fondre avec du charbon de bois, tu peux faire fondre du cuivre. Oui. Et après, il faut faire un moule de cuivre pour avoir une scie. Et après, pour avoir une scie en cuivre. Très bien. Et tout ça avec des gros paquets de pixels plus ou moins avancés. Mais vous avez compris que Guillaume ne le fera pas sur Minecraft. Il le fera sur Vintage Story, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Vintage Story, ouais. Non, mais je rigole pas. Hein, c'est le niveau de délire de Vintage Story. C'est drôle. Écoute, ça me donnerait presque envie de tester, mais j'ai jamais joué à Minecraft. Donc, est-ce que je peux commencer par Vintage Story sans jamais avoir joué à Minecraft, Guillaume? Tout à fait, tu peux. Très bien. Par contre, faut quand même. Faut s'accrocher. Regarde, oui, j'ai terminé Zelda avant. Ouais. Faire gaffe aux loups Bon, et aux ours. C'est dangereux. Alors, tu sais, je suis blindé maintenant en jeu vidéo parce que j'ai terminé. Enfin, ah oui, tiens, je devais te le dire ça. J'ai enfin terminé The Last of Us, le partie 1, avec le supplément Left Behind. Bon, c'est génial. Ok, j'avoue, je comprends pourquoi vous en parliez autant. C'est formidable. Et il semblerait que le 2 soit encore mieux. Déjà, le premier est une vraie aventure, quelque chose d'assez bluffant. Donc voilà, j'ai terminé ça. J'ai un petit peu plus de temps pour d'autres jeux. Merci Guillaume pour cette préparation. Merci pour tout. Merci à vous qui nous écoutez. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.